L'idée, c'est de retourner dans le ventre de la mère nature pour renaître pur. On va en montagne pour pouvoir retourner en société, et on vit en société pour après retourner en montagne. Sauf pour peut-être l'une ou l'autre figure qui a choisi de vivre en ermite. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour les Yamabushi. Mon nom, c'est Robert Weiss. Je suis paléontologue au Luxembourg, au Muséum d'histoire naturelle. Et j'ai notamment travaillé sur le Japon. Donc j'ai publié 2 livres, Retour à Kyoto et Yamabushi, qui traitent de la culture japonaise. Pour donner un peu la traduction du mot Yamabushi, on peut traduire cela par ceux et celles qui séjournent dans les montagnes. Donc ça s'explique par le fait qu'au Moyen-Âge japonais, donc c'est une tradition qui remonte à plus de 1000 ans, très peu de gens allaient se promener dans les montagnes. C'était vraiment le domaine des bêtes féroces, des démons et des divinités. Donc on y allait peut-être pour la chasse ou pour des pèlerinages religieux, mais sinon on évitait de pénétrer les montagnes. Donc des gens qui séjournaient en montagne, c'était assez exceptionnel. C'est pour ça que on leur a donné le nom de ceux qui dorment en montagne, qui se couchent en montagne. C'est très souvent des gens qui l'ont choisi eux-mêmes. Très souvent, peut-être parce qu'ils ont eu une rupture dans leur biographie, ils se sont remis en question, ils se sont mis en fait dans une quête spirituelle ou dans une quête de sens. Et ils ont trouvé dans le Shugendo une réponse à leur questionnement. Beaucoup de personnes m'ont dit ça. Bon, ils auraient pu se tourner vers le bouddhisme tout simplement, par exemple, parce que c'est aussi une spiritualité, une religion. Mais ce qui les a attirés dans le Shugendo, c'est aussi vraiment l'activité physique en soi. Donc là, on peut relier un peu la quête spirituelle avec une activité physique en pleine nature. Et c'est en fait ça, ce qui attire pas mal de personnes avec lesquelles je me suis entretenu. Oui. Et parfois aussi, ce sont des personnes qui ont eu une vie professionnelle assez remplie. Une fois qu'ils ont pris la retraite, ils sont à la recherche d'autres choses et ils auront aussi le temps de se dédier à la pratique et c'est aussi une très bonne façon de se maintenir en pleine forme hein, parce que voilà l'épreuve physique qui est souvent aussi accompagnée par une diète végane souvent ou végétarienne au plus donc ça peut être très salutaire surtout à un certain âge de suivre les pratiques des Yamabushi. On entraîne le corps mais on entraîne aussi l'esprit grâce à ces enseignements spirituels. 十個疫病退散四尺上東岸信用切大聖用立道平和三宝越大聖用立道平和公明家安定祭天の無双敬業礼反三世動物礼反にあがみ一心祈願世界平和一心祈願世界平和一心祈願疫病退散一心祈願疫病退散一心祈願願望繁栄一心祈願願望繁栄Il pratique le Shugendo, donc c'est une religion syncrétique qui puise ses racines dans le chamanisme qui est originaire en fait de Corée. En Corée, aujourd'hui encore, on trouve des chamans dans les montagnes. Et cela s'est très vite mélangé au bouddhisme qui est arrivé au Japon au 7e siècle et aussi à la religion animiste du Japon, le shintoïsme. Donc, dans le shintoïsme, le sacré réside dans les éléments naturels, comme ça peut être des rochers particuliers, ça peut être un arbre très vieux, ça peut être une cascade d'eau, ça peut être une rivière. Et après, il y a le bouddhisme qui a donné certains rituels au Yamabushi, au Shugendo.
Donc le Shugendo, c'est en fait un mélange de certaines pratiques très anciennes liées au chamanisme des montagnes. Il n'y a pas vraiment de divinité ou de figure divine, mais c'est la nature elle-même qui est sacrée. Ce sacré se manifeste dans ce qu'on appelle les kami, donc les esprits. Il y a des millions et des millions de kami. Ça peut être une plante, ça peut être un arbre, ça peut être... En fait, c'est toute la création, mais ça se limite pas au monde végétal ou animal, ça comprend le monde minéral. Donc on a très souvent des rochers qui ont une forme particulière, par exemple, qui sont vénérés en tant que divinité. On a des rivières, on a des cascades qui très souvent sont réputées le siège des kami, des esprits. Donc les Yamabushi considèrent aussi qu'il y a des millions de divinités présentes. L'histoire du Shugendo est bien évidemment liée à l'histoire du Japon. Le Shugendo était interdit à un certain moment lors de l'époque Meiji, donc c'est l'époque qui va de 1868 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça correspond aux périodes nationalistes. C'est l'époque où même le bouddhisme était relégué au second plan et le Shugendo c'était un truc, un mélange, donc on savait pas trop ce que c'était, donc c'était interdit. Et ça s'est poursuivi en cachette, où pas mal de pratiques ont été perdues aussi. Alors, on a instauré le shintoïsme comme religion d'État, donc il n'y avait plus la liberté des cultes. Voilà, donc si on étudie un peu l'histoire du Shugendo, forcément, on en apprend beaucoup de choses sur l'histoire du Japon. Et d'ailleurs, beaucoup de Japonais ignorent ce courant religieux qui est très très minoritaire. Donc on parle de 6000 pratiquants sur le Japon, sur une population quand même de 120-130 millions d'habitants. Les Yamabushi, les ascèses, comme on dit, ils passent plusieurs journées en montagne, lors desquelles on va faire des marches assez longues, assez fatigantes, également pendant la nuit. Et on va s'arrêter en cours de route à certains endroits, par exemple des rochers ou des panoramas, des paysages particuliers. On va réciter des sutras du cœur. Et aussi, il y a des ascèses comme la méditation sous les cascades en montagne. Elle est réservée aux initiés. Les débutants peuvent le faire, par exemple, en été, mais les Yamabushi affirmés, ils vont le faire aussi en hiver. Bon, là, il y a certains risques. On a des températures de l'eau qui sont proches de 0 degré. Après, il faut rajouter à ça aussi le débit de la cascade. Le jet d'eau qui va vous tomber sur le sommet du crâne peut provoquer des embolies. Donc, dans le pire des cas, on peut subir une mort cérébrale. Donc là, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il faut s'entraîner à ça. Donc, il faut le faire régulièrement. Les personnes avec lesquelles je me suis entretenu, par exemple, l'ont fait pendant 3 ans, tous les jours. Tous les jours, le matin, une vingtaine de minutes, on se met sous la cascade, on met les mains en prière et on récite des sutras pour effectivement se concentrer. Et le but de cette ascèse, c'est d'atteindre un état d'éveil ou un état de conscience augmenté. L'action de l'eau froide va provoquer une activation de certaines zones du cerveau qui ne sont peut-être pas activées chez les personnes qui ne pratiquent pas. On connaît ça, par exemple, on a fait des études sur les moines zen, comme le Dalai Lama, par exemple, qui ont l'habitude de méditer 4 à 5 heures par jour. Alors, leur cerveau comprend des régions qui sont stimulées et qui ne sont pas du tout stimulées chez les personnes normales ou qui ne font pas cette méditation. Et c'est un peu la même chose si on prend des bains d'eau froide réguliers. On va pouvoir replonger vraiment plus profondément dans le subconscient. Eux, ils parlaient de l'autre monde. Ils avaient des visions, en fait. Des visions d'eux-mêmes quand ils étaient plus jeunes, ou même des visions des débuts de l'humanité. C'est ce que plusieurs personnes m'ont effectivement reporté, qui ont fait cette expérience.これは世界中の
世界中の宗教がそうだと思うんだけど、やっぱ自然の環境とか自然が先生だからな、基本。そう思うとさ、なんかそこに身を置いていろいろ感じたりすることってのはすごいお坊さんとしてもすごい大切ないいアプローチだと思うよし、いろんなアプローチが本当あると思うから。Le mont Ontake, c'est le deuxième plus haut volcan du Japon après le mont Fuji. C'est une montagne qui est sacrée pour le Shugendo. On y organise des pèlerinages. Et là, il y a 2 cascades qui sont très importantes. Et à l'époque, au Moyen-Âge, donc, pour accéder au sommet du mont Ontake, les fidèles, ils devaient séjourner au pied de la montagne où justement il y avait ces cascades pendant minimum 1 mois. Donc ils devaient se purifier en fait chaque jour dans les cascades pendant 1 mois avant d'être autorisés d'accéder au sommet. On retrouve toujours cet élément de l'eau lors des pèlerinages des Yamabushi. Les Yamabushi s'entraînent avec des épreuves physiques assez dures, mais le but c'est pas la pratique physique en soi. Le but c'est de s'entraîner en montagne pour ensuite retourner à la vie quotidienne qui souvent se déroule soit dans un temple ou soit dans une ville dans le cas de pratiquants laïcs, mais avec l'esprit de ce qu'on a appris durant l'ascèse en montagne. Donc en fait, il s'agit de se donner les outils, d'affronter même les difficultés de tous les jours avec un autre état d'esprit. Il y a d'autres ascèses, comme par exemple la pendaison par les pieds. En fait, il y a un rocher qui tombe à pic sur une centaine de mètres. Et là, on va vous attacher par les pieds, on va vous retenir par les pieds. Vous avez l'impression de précipiter dans le vide, mais on vous retient par les jambes, en fait. Donc là, c'est vraiment une épreuve pour les personnes qui souffrent du vertige. C'est redoutable. C'est en fait un moment où il faut confesser ses péchés. Il faut aussi répondre à certaines questions. Si on ne répond pas, aujourd'hui, on va pas vous laisser tomber, mais au Moyen-Âge, si on ne donnait pas de réponse satisfaisante, on vous laissait tomber dans le vide et on retrouverait les cadavres en bas. Ces pratiques sont très éprouvantes. Justement, une des raisons, c'est on a tous un ego plus ou moins développé. Alors, les Asiatiques, peut-être traditionnellement un peu moins que les Occidentaux. Mais l'idée, c'est vraiment de se débarrasser de son ego, de se débarrasser de son enveloppe corporelle. Bon, on va pas aller jusqu'à là. Bien sûr, les Yamabushi font des ascèses très éprouvantes. C'était courant que des Yamabushi décèdent en cours de pèlerinage. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, le pèlerinage principal qui s'effectue à la fin de l'été, il va faire 6 ou 7 jours. Ils vont séjourner en montagne. Ils vont se nourrir un peu des racines sauvages, des fruits qu'ils vont trouver en montagne. Mais bon, c'est limité à 7 jours, donc ce ne sont plus des séjours de plusieurs mois. Il n'y a pratiquement plus personne qui fait ça à temps plein. Un autre rituel qui est très important, qui vient du bouddhisme ésotérique, notamment Shingon, qu'on pratique sur le mont Koya, c'est la marche sur les braises. Donc tout d'abord, il y a le rituel du feu, le goma. On se trouve normalement sur le parvis devant un temple
où on a préparé un bûcher. On est dans une enceinte sacrée qui est délimitée par une corde. Donc normalement c'est un carré et à l'intérieur on va retrouver le bûcher. Il faut d'abord purifier ce carré, donc on le fait par exemple en lançant des flèches avec un arc dans les 4 directions du ciel pour chasser le mal. Il y a l'entrée des Yamabushi qui vont en procession, ils vont pénétrer cette enceinte en jouant de la conque, le horagai. Ça c'est assez impressionnant quand on voit un groupe d'une vingtaine de Yamabushi qui sonnent cet instrument et il y a ce son très profond qui remplit l'air et qui donne un écho. Et après, quand le bûcher enflamme, il est presque consommé, on va faire la marche sur les braises. Donc ça aussi c'est plutôt réservé aux Yamabushi déjà un peu plus expérimentés. Ça aussi, le feu est purificateur aussi. Il y a aussi une divinité qui est extrêmement importante pour les Yamabushi, c'est Fudo Myo. On va le rencontrer sur certains lieux de culte. C'est une divinité qui a une expression un peu extatique, on dirait fâchée même, mais c'est plutôt de l'extase. Elle porte dans une main les flammes, donc c'est vraiment la divinité du feu. Dans l'autre, un lasso, une corde et un glaive. Si le pratiquant a tendance à s'échapper de la pratique ou à perdre sa discipline, Fudo-Myo va le rattraper avec le lasso ou va lui couper les jambes pour qu'il ne s'échappe pas. On va le retrouver aussi auprès des cascades parce que l'eau aussi symbolise un peu le feu intérieur. Alors si on fait une immersion dans l'eau froide, on va avoir un effet que le corps se réchauffe et ça c'est le feu intérieur. Il y a une déesse Inari, c'est une renarde qui est la divinité qu'on invoque pour une bonne récolte. Et on a plusieurs exemples comme ça. Des divinités qui se présentent sous les traits d'un animal. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le shintoïsme et dans les sanctuaires shintoïstes. Les sommets au Japon, c'est le siège des divinités, c'est l'endroit où on est le plus proche du ciel. Donc on peut penser au mont Fuji, qui est aussi une divinité dans le shintoïsme, c'est le plus haut sommet du Japon. Donc les sommets étaient depuis les temps fort anciens les endroits sacrés. Et je peux citer le cas du mont Omine, qui est encore aujourd'hui un haut lieu du Shugendo. Donc là, effectivement, il y a un pèlerinage qui s'effectue. On part traditionnellement du village de Yoshino, après une douzaine d'heures d'ascension, on arrive au sommet du mont Omine et où il y a un monastère où on peut passer la nuit. Mais en cours de route, il faut quand même passer quelques épreuves. Donc bien évidemment, c'est la marche en soi, donc c'est l'effort physique. Souvent, on se lève en pleine nuit, on manque un peu de sommeil, donc il y a vraiment l'effort physique qui compte. Ça, c'est un aspect qu'on m'a souvent répété. Donc, une des finalités de l'effort physique, c'est effectivement de se libérer de ses préoccupations, de son ego. Et donc, dans ce pèlerinage au sommet du mont Omine, il y a plusieurs épreuves. Il y a un endroit où il faut escalader une paroi rocheuse. Donc, c'est même un côté un peu dangereux parce qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment se concentrer là où on pose son pied. Donc là, on est un peu forcé de se concentrer pour ne pas tomber dans le vide. C'est la concentration sur le moment présent qui est un élément qu'on retrouve bien évidemment dans le bouddhisme zen aussi. Et finalement, on va arriver au sommet du mont Omine. Et l'idée en fait de ce genre de pèlerinage, c'est symboliquement, on est prêt à mourir. Et effectivement, c'était une réalité parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait vraiment la possibilité de mourir en cours de route. Si on se blessait, par exemple, si on tombait de la falaise ou qu'il fallait escalader, on estimait que c'était un signe des dieux et on vous secourait pas. Donc on vous laissait là-bas, mourir en montagne. Aujourd'hui c'est symbolique, hein, donc on part en montagne pour mourir symboliquement et après c'est important pour renaître. Et on revient à la vie quotidienne avec un esprit renouvelé.
Les Yamabushi, au moment de pénétrer la montagne qui est sacrée, ils vont s'annoncer aux dieux et peut-être aux autres Yamabushi en jouant de la conque. Ils vont aussi le faire lors de certains rituels, par exemple au temple, face à des statues de Fudomiyo, la divinité du feu. Donc c'est quand même quelque chose qui joue un rôle dans les rituels, mais aussi qui sert à s'annoncer aux forces divines, à la nature, aux animaux, d'annoncer la présence. La conque, c'est une coquille de triton, donc c'est un gastéropode marin qui vit dans le Pacifique. On peut produire 3 notes, mais il faut s'entraîner. Alors moi j'ai essayé, je n'ai pas réussi à sortir un son de la conque. Un ami à moi qui est aussi Yamabushi, il s'est entraîné pendant 10 ans pour vraiment pouvoir jouer convenablement. Ça fait partie des pratiques des Yamabushi, d'apprendre à jouer de la conque. Parce que c'est aussi physique pour avoir assez de souffle. Et surtout c'est physique parce qu'ils vont jouer à la conque en marchant dans les montagnes. Donc ils vont pas toujours forcément s'arrêter. Donc il faudra être en mesure de marcher, de respirer et en même temps de souffler dans la conque. Donc là il faut plusieurs années pour y parvenir. Le mont Haguro, c'est la montagne du présent. Le mont Gassan, c'est la montagne du passé. Le mont Yudono, la montagne du futur. Donc, ils effectuent un pèlerinage qui couvre les 3. Et les âmes des défunts sont supposées vivre sur le mont Gassan, qui est la montagne du passé. Donc là, c'est le royaume des défunts. On va découvrir des pierres tombales. Et là, c'est des proches des pratiquants des Yamabushi. Leurs âmes vivent sur cette montagne, en fait. Donc là, le Yamabushi a un rôle à jouer dans la connexion aux ancêtres, de relier ces âmes au monde des mortels. Et dans le cas du mont Ontake, c'est très intéressant parce qu'il y a des pratiques chamaniques très spécifiques qu'on ne retrouve que là. Il y a des Yamabushi que j'ai rencontrés qui agissent en tant que médiums spirituels, donc qui reçoivent un message de l'au-delà et qui va le transmettre à un receveur qui va ensuite le verbaliser face aux croyants. Et j'ai assisté à une de ces cérémonies qui s'appelle Oza, donc c'est une cérémonie de possession. Donc on voit vraiment le médium qui est en transe, qui transmet le message des dieux. Et c'est souvent des messages des défunts, des croyants qui sont transmis ainsi. C'est le rôle de médium, d'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des défunts. そーっとさ、なんかそこに身を置いていろいろ感じたりすることってのはすごいお坊さんとしてもすごい大切ないいアプローチだと思うよ。走る。いろんなアプローチが本当あると思うからさ。あれは本当僕が大学卒業して、四国一周歩き遍路終わってで高尾にお世話になったんですよね。勉強のために。その時御前様に。Le fondateur du Shugendo, donc c'est une figure qui est un peu mythologique, c'était un homme du nom de En no Gyoja, donc En l'ascète. C'était une sorte de sorcier ermite qui vivait seul dans les montagnes et les gens le consultaient pour des sorcelleries même, il paraît. Et donc dans un premier temps, les Yamabushi c'était souvent des gens qui vivaient en ermite. Après, ça a changé un peu. Ils se sont organisés dans des temples. Donc à ce moment-là, c'était devenu plus rare de rencontrer vraiment des ermites, sauf exception. Donc il y a eu quand même aussi récemment encore des personnes qui ont choisi de vivre pendant... Par exemple, il y a une ascèse sur les monts Omine qui consiste à vivre pendant une centaine de jours dans une certaine caverne et de faire des rituels très précis. Aujourd'hui, on peut plus parler d'ermite des montagnes parce que c'est plus vraiment le cas, mais historiquement le terme était correct parce qu'au début du Shugendo c'était ça. Il s'avère en fait qu'on trouve très peu d'informations sur les Yamabushi. Alors une des raisons est que c'est une discipline, une pratique spirituelle qui est transmise oralement. Donc il n'y a pas d'écrit sacré comme ça peut être le cas dans le bouddhisme par exemple. Normalement les pratiques sont transmises de maître à disciple.
Et aussi, les disciples ont le devoir de garder le secret. Donc, tous les rituels qui sont un peu mystérieux, peut-être, qui sont effectués durant les pèlerinages, ne doivent pas faire l'objet de divulgation. Donc, on connaît certains éléments, on connaît certains rituels. J'ai d'ailleurs assisté à certains rituels, mais il y a d'autres rituels auxquels j'ai pas pu assister parce que c'est réservé aux initiés. Donc là, c'est une des raisons pour lesquelles on trouve très peu d'informations écrites ou même en ligne. En principe, le monde des Yamabushi, c'est un monde un peu énigmatique et un peu pas trop accessible aux non-initiés. Donc c'est pour ça que j'ai eu vraiment besoin d'une année pour mettre en place ces contacts. Certains qui sont un peu méfiants. Bon, après, ils m'ont vu, ils ont compris le genre de personne que je suis. Ils ont compris en me voyant, en me parlant, qu'ils pouvaient me faire confiance jusqu'à une certaine mesure, ce qui a été le cas. Dans d'autres cas, j'étais accompagné par un ami japonais, donc ça ouvre aussi des portes parce que c'est l'ami japonais qui va en fait discuter avec eux et après il va me faire les traductions. Et là, ils sont un peu moins méfiants parce que voilà, c'est un japonais, il y a déjà plus de confiance qui s'installe. Le problème que les jeunes générations ne s'intéressent pas forcément aux spiritualités traditionnelles au Japon, c'est un peu comme partout. Donc il y a certains groupes qui maintenant vont insister sur ce côté de reconnexion avec la nature. Donc il y a ce groupe au mont Haguro par exemple qui est présidé par Maître Oshino. Donc ça c'est un Yamabushi de 80 ans que j'ai rencontré, qui est Yamabushi dans la 17e génération. Donc c'est vraiment une famille de Yamabushi. Et lui, il prône un Shugendo qui est très très proche de la nature et de la contemplation aussi de la beauté de la nature. Et lui, il m'a dit que, bon, en tant que Yamabushi, il n'a aucun enseignement à me donner ou à donner aux gens qui viennent le voir. Son seul rôle, selon lui, le rôle de Yamabushi, c'est de relier les gens à la nature. Ça prend tout son sens au Japon si on considère qu'il y a vraiment des populations qui vivent dans les grandes villes comme Tokyo, une agglomération de 30 millions d'habitants, avec des gens qui travaillent beaucoup et qui ont très peu de congés, donc qui sont vraiment coupés du monde naturel. Ce genre de public, c'est un peu le public cible de certains groupes de Yamabushi qui voient là une occasion pour agir en tant que guide pour en fait favoriser cette reconnexion avec les éléments naturels à destination des citadins des grandes villes. C'était Yamabushi, les ermites du Japon, avec le paléontologue Robert Weiss. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.